Bonjour les parents. Vous êtes là? Super. Bonjour tout le monde. Bonjour chers parents. On va attendre un petit peu qu'il y ait du monde. En attendant, nous allons faire connaissance. Il y a 3 parents qui sont là pour l'instant. Bonjour Amina, bonjour Zineb, bonjour Nour. Ravie de vous retrouver. Bonjour Hidaya. Super. Nous allons pouvoir démarrer à l'heure. Je suis ravie de voir qu'il y a des parents qui sont déjà là. Donc, bienvenue à tous et ravie de vous retrouver dans ce live qui me tient à cœur et que je fais avec Crèche Contine, que j'accompagne depuis son démarrage, que j'apprécie d'accompagner vraiment une très belle équipe dynamique, jeune, volontaire. Et donc voilà, super, on est là tous. Donc c'est un sujet qui me tient à cœur, c'est le sujet de la parentalité pendant le Covid. Et donc ce live va durer entre 45 et 60 minutes, incluant les questions. Et ce qui m'intéresserait aussi, c'est d'avoir vos interactions parce que c'est vous qui allez diriger en fin de compte le live. Et j'espère qu'il sera vraiment dynamique par votre présence. En attendant, j'ai un petit fil conducteur que je vais entretenir le temps de recevoir vos questions. Donc, euh, donc voilà. Ce que nous vivons aujourd'hui est inédit. On est bien d'accord que c'est une première fois et qui dit première fois dit stress, dit inconfort, dit beaucoup de découvertes. Et comme chaque chose qu'on vit pour la première fois, il y a des bénéfices et il y a des inconvénients et il y a des malaises, on va dire. J'aime pas le mot inconvénient. Donc, dans plusieurs années, nous allons parler avec nos enfants, avec nos petits-enfants, avec les personnes avec qui on a vécu ce confinement et cette pandémie. Donc, oui, nous allons pouvoir leur dire où on n'a pas pu travailler, où on n'a pas pu aller faire nos courses, les écoles ont été fermées, c'était difficile financièrement, le confinement, l'isolement, la distanciation, le fait de vivre 24 heures sur 24 avec les personnes que nous aimons. C'est normal de se sentir mal avec ce qui se passe, c'est normal d'avoir des questionnements qui nous taraudent dans la tête. Et en même temps, ce Covid a bousculé nos vies, nos habitudes en matière de gestion, de logistique, de responsabilité, de travail, d'école. Donc, même l'école de vie est complètement chamboulée. Donc le rôle des parents, à mon avis, prend toute sa place et tout son sens avec ce que nous vivons là. Parce qu'un parent aujourd'hui, c'est un guide, c'est un enseignant, c'est un parent, il essaie d'être un ami, il essaie d'être un modèle, euh, c'est un éducateur et en même temps c'est une personne à part entière qui a le droit d'être stressée, d'avoir un ras-le-bol, parce que comme les enfants, elle n'a pas choisi, donc c'est difficile pour tout le monde. Et aujourd'hui, nous allons voir, euh, j'ai aimé diriger ce live sur deux axes. Le premier, c'est comment en tant que parent prendre soin de soi et être à l'écoute de soi, et en même temps, comment faire pour pouvoir en même temps être disponible en tant que parent, efficace et en même temps euh, proactif. Voilà. Donc il ne s'agit pas d'être là à attendre ce qui va se passer. Donc ce sont les deux axes. Donc je vais commencer par l'axe des enfants. Donc la fermeture des écoles, pour moi, c'est aussi l'occasion de renforcer les liens avec nos enfants, avec nos adolescents, avec les tout petits. Je pense que là, j'ai une majorité de parents de tout petits, donc on parlera de la petite enfance. Alors, je vous propose de faire comme ça. On va commencer par le premier axe, c'est comment interagir avec nos enfants pendant le confinement. Ce que je vous propose aussi, c'est de poser vos questions. De temps en temps, je vais m'arrêter pour lire s'il y a des questions.
je les vois défiler. Donc jusque-là, c'est bon, c'est des prises de contact. Ravie d'être avec vous aussi également. Et c'est avec plaisir que je suis là. Donc voilà, les écoles sont fermées, le travail à la maison, l'école à la maison. Et donc comment faire, comment rendre tout ceci agréable en prenant soin de soi. Et là, il y a un outil en discipline positive que j'apprécie beaucoup qui s'appelle passer et avoir des tête-à-tête avec ses enfants. Ça veut dire quoi, des tête-à-tête avec ses enfants? C'est consacrer du temps à vos enfants, à chacun de vos enfants à part. Pour eux qui ont un seul enfant, donc c'est ok, qui en ont plusieurs, à chaque enfant lui donner son temps et partager parce qu'on n'a pas les mêmes intérêts, les mêmes interactions avec un enfant de 2 ans, de 4 ans, de 6 ans et ainsi de suite. Donc consacrer du temps à vos enfants séparément, cela peut être 20 minutes, c'est suffisant. De préférence, si j'ai quelque chose à vous suggérer, c'est que ce soit à la même heure. Pourquoi? Parce que ça crée une routine, ça crée une envie et après l'enfant attend ce moment avec impatience. Ça peut être faire de la cuisine ensemble, faire un jeu, son jeu préféré, lire une histoire. Ça peut être aussi du bricolage, de la pâte à modeler, il y a plein de choses à pouvoir. Je vais vous donner quelques indications pour les différentes tranches d'âge. Ce qui est important, c'est que pendant ces 20 minutes, vous éteignez votre téléphone et vous le dites à votre enfant. Vous lui dites, je suis disponible, je suis là pour toi. C'est notre moment à nous. Vraiment, pour l'avoir testé, des fois, je suis avec mon fils qui a aujourd'hui 12 ans, mais qui est aussi encore jeune. Et au moment où j'ai un téléphone qui sonne, je dis, je ne réponds pas parce que ce moment est pour toi. Je vois les étoiles dans ses yeux. Il est ravi parce que vraiment, il sent que c'est un moment pour lui. Donc, c'est important de leur donner toute votre attention à ce moment-là, de vous amuser ensemble, de trouver, je ne sais pas moi, avoir des blagues à raconter, des anecdotes à ressortir, des fous rires, ça entretient la relation et vraiment, ça permet de mettre du ciment. Donc pas téléphone, pas télé, pas, bien sûr, il n'y a rien qui peut interagir entre vous. Et des fois, ça serait bien de demander à votre enfant qu'est-ce qui vous ferait plaisir de faire ensemble à ce moment-là. Même petit enfant, vous savez ce qu'ils aiment faire. Vous savez, j'ai vu une maman qui m'a raconté que son fils adorait jouer avec les cuillères. Donc elle prenait des cuillères, il faisait du son avec les cuillères, il éclatait de rire. Et c'est un moment extraordinaire qui lui permet même à elle en tant que maman de se ressourcer. Bien sûr, quand l'enfant comprend et qu'il demande, c'est encore mieux, on a beaucoup plus d'opportunités et de choses à faire. Donc, et le fait de demander à votre enfant qu'est-ce qu'il a envie de faire, et c'est lui qui choisit, ça lui permet de renforcer son estime de soi. Pourquoi? Parce que le fait de choisir lui permet de donner son avis et d'avoir un impact sur ce qui arrive. Bien sûr, donner des choix limités, comme ça vous n'allez pas dire qu'est-ce que vous voulez faire. Non, est-ce que tu préfères faire ceci ou cela? Est-ce que tu veux qu'on joue avec les gobelets et les cubes ou alors tu veux qu'on chante des chansons? Donc, c'est-à-dire donner un choix mais dans un cadre. Ça vous permet, vous, en tant que parent, de garder la main et de garder une certaine autorité et de pouvoir faire plaisir à vos enfants, mais en même temps en prenant soin de vous. Et c'est ce que j'aime dans ce modèle enfin c'est la discipline positive en fait, je ne l'ai pas dit mais je le dis maintenant, c'est ma référence pour ce que je suis en train de présenter maintenant. Et ma référence dans l'accompagnement de la parentalité, c'est la discipline et la psychologie positive. Et là, les deux termes, les deux mots-clés, c'est fermeté et bienveillance. Fermeté, c'est-à-dire avoir un cadre, ne pas laisser l'enfant perdu. Et bienveillance, c'est respecter aussi le monde de l'enfant et lui accepter certains débordements, mais dans un cadre donné. Fermeté, c'est le respect du monde de l'adulte, qui ne soit pas complètement envahi. Et bienveillance, c'est le respect du monde de l'enfant pour qu'il puisse s'épanouir et grandir et vraiment comme une fleur qui est en train d'éclore dans une famille. Donc, quelques idées à faire avec votre bébé, ça serait peut-être imiter les expressions. Quand je dis bébé, c'est-à-dire vraiment jusqu'à 1 an,
l'enfant qui ne parle pas encore. Et ça peut être des expressions faciales, des chansons qu'il aime, les jeux des cubes, les Lego, pas les petits, les grands, parce que les petits, il peut les mettre dans la bouche. C'est-à-dire tous les jeux qui sont autorisés jusqu'à de tel âge à tel âge. Avec un enfant qui est plus jeune, c'est déjà plus intéressant. Ça peut être regarder un film ensemble, ça peut être discuter un film, ça peut être des dessins, des coloriages, ça peut être des jeux de déchiffrage, je dessine et tu déchiffres et vice-versa. Ça leur donne une intelligence artistique aussi. Et ça peut être aide-moi à faire des tâches ménagères. Là, pendant le confinement, beaucoup de parents ne sont pas aidés à la maison. Donc, c'est l'occasion vraiment de passer le message aux enfants que tout n'est pas acquis et qu'aujourd'hui, s'ils sont là à vous aider à avoir une responsabilité, pourquoi pas donner à chaque enfant, si vous en avez plusieurs, une responsabilité particulière. Moi, depuis quelques jours, mon fils, sa fonctionnalité, c'est de préparer la table et de ramasser après. C'est lui qui s'occupe de rendre l'endroit où nous avons mangé propre. Et c'est OK, il est OK avec ça et ça lui donne une importance. Bien sûr, après la tâche, l'encourager, le remercier d'avoir fait ça et surtout l'encourager et mettre le focus sur ce qu'il a bien fait. Parce qu'un enfant, vous vous imaginez qu'il ne va pas bien faire le ménage. Vous vous imaginez qu'il ne va pas bien faire la tâche. Donc, mais déjà, le fait de faire ce qu'il a fait est déjà un grand pas et le remercier et l'encourager par rapport à ça. Vous pouvez aussi danser, chanter, faire du sport ensemble, mais vraiment réserver 20 minutes, j'insiste, pour ce tête-à-tête qui est tellement précieux et qui nourrit, qui est vraiment un ciment de la relation. Voilà, donc ça c'était un premier point, c'est donc les tête-à-tête. Le deuxième point, c'est instaurer des cadres. Instaurer des cadres, ça veut dire avoir un règlement à la maison, peut-être prendre un temps, s'asseoir tous à la maison avec votre conjoint, avec les personnes qui sont là et se dire de quoi nous avons besoin pour que la vie soit agréable et que les choses se passent bien à la maison. Même un petit enfant, il peut donner sa petite touche personnelle. Et donc, à partir de là, avoir des règles à la maison, des règles qui sont élaborées avec les enfants, pas pour les enfants. Une règle où une personne a contribué est plus facilement applicable et respectable. Quand je vous dis une personne, un enfant est une personne à part entière. Dans la psychologie adlérienne, ça fait partie des critères de la discipline positive, c'est le respect. Respecter l'enfant comme une grande personne. C'est le seul moyen pour que l'enfant vous rende ses respects et que lui aussi soit dans une dynamique de collaboration et de coopération. Donc, une des particularités de la discipline positive, c'est d'aider l'enfant à développer des compétences sociales. Et là, plus que jamais, nous avons l'occasion de le mettre en situation, justement, pour qu'il puisse faire cet effort de développer la responsabilité, la coopération, l'entraide, la spontanéité, comment on peut compter sur lui. C'est-à-dire, c'est vraiment l'occasion pour nous de passer un tas de messages et comment, en étant vraiment les modèles qu'il faut. Là, je vous parle des neurones miroirs. Un enfant, il ne fait pas ce qu'on lui dit, il fait ce que nous faisons. Un enfant, il copie. Même si des fois, on a l'impression qu'on parle dans le vide. Et c'est pas grave. Faites votre part en tant que parent. Dites ce que vous avez à dire dans le respect. Et surveillez. Peut-être quelques jours après, il va vous sortir vos paroles, vos phrases. Et vous allez vous dire, tiens, je pensais qu'il n'écoutait pas. Et c'est extraordinaire parce que l'enfant est un buvard. Il vous surveille, il fait exactement comme vous. Nombre de parents qui se plaignent des enfants devant les écrans. Oui, je comprends, mais ces mêmes parents ne posent pas leur téléphone. Ils sont sur le téléphone tout le temps. Si ce n'est pas pour jouer, c'est pour répondre aux messages, etc. Nous avons créé un monde relationnel virtuel. Je pense qu'à un moment donné, ça serait intéressant de se poser, de se dire, avant de lier de la relation et avoir un réseau à l'extérieur, tissons et consolidant le réseau que nous avons à l'intérieur de la maison. Donc, peut-être, pourquoi pas prévoir 1 ou 2 heures dans la journée sans connexion,
peut-être une journée par semaine sans téléphone et revenir un petit peu au comment ont vécu nos parents. Et donc par rapport à ça, être modèle. Et quand je dis être modèle, c'est pas juste sur ce plan. euh, un parent qui a une routine est un parent qui est organisé et qui peut transmettre dans la transmission avec ses enfants de ça. Je vous donne un exemple. Le matin, je sais, en tant que maman, en tant que femme, je me réveille, je fais ma toilette, je m'habille, je m'apprête. Même pendant le confinement, confinement ou pas, c'est une journée normale. On travaille à l'intérieur, à l'extérieur. Donc on se lève, on se fait sa toilette, on s'habille. On a un horaire pour le sport, un horaire pour aider les enfants dans le télétravail, etc. Donc la journée est organisée. L'enfant, en voyant ça, il va comprendre qu'un cadre est obligatoire pour être dans la structure de la journée. Et pourquoi pas faire cette routine avec lui. Et là, c'est très facile, je vais vous expliquer comment. Comment on peut faire Est-ce que je peux parler un peu plus fort? Oui, bien sûr que je peux parler un peu plus fort. Est-ce que là, c'est mieux? C'est OK? Bon, je pense que c'est OK. Donc, comment on fait une routine? C'est très simple. Pour faire une routine, on établit une liste de toutes les choses que nous devons faire dans la journée. Par exemple, je me réveille, je prends mon petit déjeuner, je fais ma toilette, je fais ma prière, je fais l'école à la maison, il y a l'heure du repas, après j'ai 1 heure pour le sport, il y a l'heure que je réserve à passer avec maman, euh, le goûter, regarder la télé, regarder mon émission préférée, etc. Et donc à partir de là, on les liste sur une feuille, l'un derrière l'autre, et à un moment donné, on demande à l'enfant qu'est-ce que tu as envie de faire en premier. On a la chance de ne pas avoir d'horaire à la maison. Donc, la fermeté, c'est avoir cette liste à faire. La bienveillance, c'est respecter le rythme de l'enfant pour la faire. À quelle heure tu veux faire ceci? Par quoi tu veux commencer? Et écrire cette liste. Pour les plus petits, ce que je vous propose, c'est par exemple quand ils mangent, vous le prenez en photo. Quand ils brossent les dents, vous le prenez en photo, vous les imprimez et vous les mettez l'une derrière l'autre et vous expliquez, même le petit enfant, il comprend. Regarde ce que tu as fait là. Maintenant, après ça, qu'est-ce qu'il y a à faire? Bravo! Bravo. Et qu'est-ce qu'il y a à faire après? Et donc, à un moment donné, avec les enfants qui sont plus grands et qui sont un peu dans la résistance, parce que c'est bien beau ce que je vous raconte, mais ce n'est pas toujours aussi facile. Donc, à un moment donné, un enfant qui est dans la résistance, il ne supporte pas que son parent lui dise va travailler, va faire ta toilette, va faire ta prière, va faire ton sport. Il ne supporte pas. Donc, le mot-clé, c'est de laisser la routine faire la règle. Et donc, c'est plus simple de demander tu en es où dans ta routine? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Bravo pour ce que tu as fait. Qu'est-ce qui te reste à faire? Donc, l'enfant, il a intégré que c'est des choses qu'il faut qu'il fasse. Maintenant, après, l'ordre, on peut le laisser libre. Bien sûr, veiller à ce qu'à un certain moment de la journée, que les choses roulent, ne pas attendre 8 heures de l'après-midi pour vérifier que la moitié n'a pas été faite. Nous allons rentrer dans une colère. D'abord, une colère contre nous, d'avoir été dans la laxité de ne pas vérifier, et en colère contre lui de ne pas avoir pris la responsabilité. Donc, c'est à nous d'aider nos enfants à prendre ces responsabilités. Ils font de leur mieux, mais avec l'encouragement, avec la volonté de plaire aux parents et d'appartenir au cercle familial et leurs besoins d'utilité, ils vont répondre. S'il y a de la bienveillance derrière, et il y a le moyen. Parce que ce qui est important, ce n'est pas ce qui est dit, c'est la manière de le dire. Nous allons voir un peu plus loin. Donc, mettre en place, dans le cadre à imposer avec les enfants, c'est mettre en place une routine quotidienne souple et structurée et impliquer l'enfant dans l'élaboration de cette routine, être un modèle pour l'enfant. Un modèle même dans le fait de gérer le stress. Si devant une situation vous vous énervez et vous criez, ne soyez pas étonné que votre enfant vienne crier après, quand il est contrarié. C'est tout à fait normal. Et lui, il ne comprend pas pourquoi dans certaines choses je peux faire comme mes parents et dans d'autres non, je ne peux pas. Donc vraiment prendre conscience de notre rôle de modèle et de miroir est vraiment un pas géant dans l'accompagnement de nos enfants.
être aussi modèle dans les règles d'hygiène qui nous sont imposées aujourd'hui. L'enfant ne comprend pas pourquoi il est à la maison, pourquoi il ne peut pas aller voir sa grand-mère, pourquoi il ne peut pas jouer avec ses cousins. Donc, lui parler du Covid, et je vais vous dire comment lui parler du Covid. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade? Ou est-ce que je continue? Bon, je vais continuer. Ok. Donc, pour les enfants, passer du temps avec eux, avoir un tête-à-tête avec eux, leur donner du temps, élaborer une routine ensemble, être un bon modèle, un bon parent, c'est être un modèle et ne pas reprocher aux enfants ce que nous faisons. Donc vraiment, à un moment donné, quand on voit un enfant dans une réaction violente, se demander, est-ce que je n'ai pas été dans la même situation il y a quelque temps? Est-ce que je ne lui ai pas montré inconsciemment le comportement à avoir? Donc voilà. Et donc, ça serait bien, à la fin de chaque journée, de prendre une minute pour parler de ce que vous avez fait ensemble, peut-être, ou chacun tout seul. Moi, j'ai une petite routine que je fais avec mon fils, c'est que le soir, on se dit qu'est-ce qu'on va faire demain. Parce que des fois, on a tendance à attendre d'eux des choses qu'ils ne font pas et on est en colère quand on voit que ça n'a pas été fait. Donc, demain, voilà ce que je vais faire et voilà ce que et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Et aujourd'hui, voilà ce que j'ai fait. Et le soir même, je vérifie ce que j'ai vu avec lui, ce qui allait être fait. Si c'est fait, on se félicite tous les deux. Bravo, tu as tenu. Et sinon, ben écoute, voilà, aujourd'hui, je n'ai pas fait tout ce que je devais faire. J'ai eu un problème de temps, etc. Quels moyens j'ai? Qu'est-ce que je peux mettre en place comme moyen pour être dans les temps demain et respecter ce que j'ai à faire? Et surtout, surtout, s'il vous plaît, ce que vous demandez à vos enfants, faites attention à ce que ce soit des choses réalistes, réalisables et qui correspondent à leur âge. Des fois, oui, il y a quelqu'un qui dit effectivement quoi lui dire, c'est en parlant du Covid. Ok, j'ai préparé une petite fiche que je vais vous montrer pour parler de ça, on va y arriver. Donc, je termine juste les comportements à faire avec nos enfants et je passe à comment parler du Covid. Donc, essayez de rediriger l'attention vraiment de votre enfant sur ce qui est positif. Et là, quand vous avez fait le bilan de votre journée, vous félicitez, célébrez ça. Vous pouvez donner des temps pour les activités. Par exemple, c'est difficile pour les enfants aujourd'hui, ils ont du mal à aller se laver les mains tout le temps parce qu'ils ont peur, ils ne comprennent pas pourquoi, c'est quoi cette nouvelle habitude et tout. Donc, vous pouvez mettre des petits rituels, par exemple, une chanson qu'ils aiment et ça peut être des chiffres. On va se laver les mains pendant 20 minutes. On va compter jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, etc. Ou une chanson qu'ils aiment. On va se dire, allez, on va la chanter pendant qu'on se lave les mains. Je préfère parler du côté hygiène parce que c'est très important. Pareil pour ce brossage des dents. Les enfants, ils ont du mal à le faire le temps qu'il faut. Donc, c'est bien s'ils ont une chanson dans leur tête qu'ils aiment, que vous chantez ensemble, qui dure 20 secondes. Vous n'allez pas chercher quelque chose de très long, ou 30 ou 40 secondes, et se dire, on va se brosser les dents le temps de cette chanson. Ou alors, on va se laver les mains le temps de cette chanson. C'est-à-dire avoir des repères temporels qui vont les aider à respecter tout ce que vous avez mis ensemble. Donc, avant de parler de ce qui est comment parler à son enfant du Covid, je voudrais qu'on parle des comportements des enfants, les comportements que nous n'aimons pas, que nous trouvons inappropriés, et qui justement nous mettent dans des situations de stress et d'énervement qu'on aurait tendance à nous reprocher après, de s'énerver et se dire après oui mais ça reste un enfant, j'aurais pas dû. Donc en cas de crise de votre enfant, ils ont des crises de pleurs, des crises de comportement. Des fois, ils commencent à se taper des pieds parce qu'ils veulent des choses et on n'arrive pas à les comprendre en tant que parents quand ils ne savent pas parler. Donc, il y en a une maman qui dit « Mon fils aime brosser les dents chaque 30 minutes. Que dois-je faire avec lui ?» Laissez-le, ça ne durera pas longtemps. Donc, rediriger l'attention de l'enfant. Essayez
de sentir son émotion, quand il est comme ça, de le prendre dans vos bras. Évitez au maximum de vous énerver quand l'enfant est énervé, ça ne sert à rien, parce qu'on ne prend pas la mer dans le naufrage. Ce n'est pas au moment où il est énervé que vous allez pouvoir lui passer un quelconque message. N'oubliez pas que notre rôle premier en tant que parent, c'est d'éduquer, c'est de donner un modèle. C'est vraiment, lorsque plus tard nos enfants sont grands, on a envie qu'ils soient responsables, on a envie qu'ils aient une valeur ajoutée dans la société, on a envie qu'ils soient coopératifs, qu'ils aient... et tout ça, ça ne se fait pas tout seul. Ce n'est pas en s'énervant, ce n'est pas quand on est en réaction que nous allons les aider à aller dans ce sens. Donc vraiment, rediriger l'attention, notre attention est celle de l'enfant en cas de conflit. Quand ils sont agités, les enfants, quand ils sont agités, essayons-nous d'être le plus calme possible, dans le but que notre calme donne vraiment l'effet miroir que nous souhaitons. Et aussi, en même temps, dans le calme, parler des conséquences, les conséquences de l'acte qui a été fait. Si c'est... par exemple, donnez-moi des exemples de comportements que vous n'aimez pas chez vos enfants. On va pouvoir les discuter des cas concrets. C'est toujours plus simple que des exemples pris dans des revues. Leur expliquer les conséquences de leur acte est une manière de leur faire prendre conscience de leur responsabilité dans ce qui arrive. On prend un exemple tout bête. Si tu sors sans manteau, tu vas être mouillé s'il pleut. C'est la conséquence. La conséquence, c'est que tu vas être mouillé. D'accord ? Donc c'est une conséquence logique. Si tu manges beaucoup de chocolat, ben, tu vas te faire mal. Tu vas avoir mal au ventre. Donc les conséquences, c'est ce qui va arriver. Maintenant, pendant notre rôle, nous, c'est de leur montrer justement le chemin et de ne pas les laisser se mettre dans une situation où après, ils vont s'énerver. On sait que les enfants n'ont pas les mêmes comportements en classe avec les maîtresses, oui, exactement. En classe avec les maîtresses et à la maison avec leurs parents, comment faire pour qu'ils se sentent à l'école lorsqu'il est temps de faire des activités. Là, c'est pareil. Je pense qu'on a déjà travaillé ça ensemble avec les maîtresses, avec avec Contine. C'est-à-dire avoir des routines et surtout travailler sa fermeté. Un enfant, quand vous allez me dire, et souvent dans des couples, on me dit, je ne sais pas pourquoi quand le papa il dit la chose, il la fait tout de suite, et quand c'est moi, il discute. Ça, c'est un cas concret de la fermeté. C'est la manière de dire. Ce n'est pas ce que vous dites, c'est comment vous le dites. L'enfant, il sent quand il peut négocier. Il le sent. Mais quand il n'y a pas de négociation, là aussi, il le sent. Donc après, c'est à nous, en tant que parents, de développer cette fermeté dans la bienveillance. On ne veut pas être des parents rigides, non, pas du tout. On est des parents souples, on est des parents qui voulons aider nos enfants à être de belles personnes plus tard. Donc je vous ai déjà dit tout à l'heure, donner du choix à l'enfant, rester calme, pouvoir appliquer vous-même les conséquences. Par exemple, pour les enfants qui sont un petit peu plus grands, souvent le problème du téléphone qui revient, souvent les parents punissent les enfants en leur enlevant le téléphone. Là, je ne suis pas d'accord, parce que pour que ce soit une leçon, quand un enfant commet quelque chose, pour que ce soit une vraie leçon, il faut que l'enfant apprenne quelque chose. Donc, il faudrait que la conséquence de l'acte soit en lien avec l'acte. Un enfant qui a, je ne sais pas, un petit enfant qui a écrit sur le mur, eh bien, on va lui enlever son jouet préféré. Où est le rapport ? Un enfant qui a écrit sur le mur, la conséquence, c'est qu'on lui donne un chiffon et qu'on lui montre comment l'essuyer, même s'il ne le fait pas bien. C'est pas grave. Il fait sa part, vous continuez. Mais qu'il comprenne que la prochaine fois, s'il le fait, voilà ce qu'il doit faire après. Donc c'est ça la leçon à retenir. C'est que
il y a une phrase en discipline positive, c'est que faisons de nos erreurs des opportunités d'apprentissage. Donc nous revenons au Covid. Comment parler aux enfants du Covid? Il nous reste encore on va parler, enfin c'est la structure de ce live. Il nous reste à parler de comment parler à nos enfants du Covid et aussi comment l'autre axe qui est comment prendre soin de nous, c'est-à-dire comment être un parent et en même temps une personne qui prend soin d'elle. Donc la deuxième partie. Donc comment parler du Covid? Il faut être prêt à parler aux enfants du Covid et être parce qu'ils en entendent parler, les informations ça n'arrête pas et les silences et le secret ne les protégeront pas du tout. Donc l'honnêteté et la franchise sont davantage les moyens à avoir si vous voulez être certain qu'ils vont vous comprendre et tirer et comprendre ce qui se passe parce qu'ils vont vous dire pourquoi on ne va pas voir ma grand-mère, pourquoi on ne fait pas ceci, pourquoi on ne fait pas cela. Donc soyez ouverts à l'idée de les écouter, à écouter leurs peurs, leurs émotions. Laissez-les parler librement de ce qu'ils ressentent et surtout s'ils vous disent c'est quoi le Covid, voilà, vous pouvez le dessiner, ça existe, regardez. C'est quelque chose qui ressemble à ça, mais encore plus petit et encore plus petit. Donc, voilà, donc c'est ça, vous le dessinez. Je pourrais envoyer, la publier sur le mur de la crèche Contine sur sa page Facebook. Donc le coronavirus, c'est un microbe, un virus. Il est comme cela et encore plus petit, qu'on ne peut même pas le voir à l'œil nu. Et donc, c'est quelque chose qui vit sur notre peau et qui est transmise par notre salive ou par les petites gouttelettes qui sont là quand on éternue, etc. Donc vraiment leur parler et dire à l'enfant tout petit, toi tu es protégé, bien que tu puisses être porteur, qui peut vivre sur ta peau, il ne te fera pas de mal, c'est la réalité, mais tu peux être porteur pour les personnes qui sont plus âgées, par exemple ta grand-mère, je vais m'arrêter pour lire les questions. L'impact du confinement sur la psychologie de l'enfant. Ma fille, elle a 6 ans, on n'aime pas travailler à la maison. Une fois à l'école, merci, mais on s'est pas reposé. On sait que le mouvement est très important dans l'apprentissage. Ils sont privés de leur liberté. Oui, en effet. Alors là, il y a l'impact du confinement sur la psychologie de l'enfant, oui. Alors, on va commencer par celle-là. L'impact du confinement sur la psychologie de l'enfant. Alors, les besoins psychologiques de chaque personne et de l'enfant en particulier, c'est d'appartenir et d'être utile et de contribuer. Donc, si on répond déjà à ces deux besoins psychologiques, l'enfant ne sera pas... on ne va pas dire qu'il n'aura pas... Il n'y aura pas de répercussions psychologiques. C'est sûr que le jour où il pourra sortir, aller voir sa grand-mère, aller voir ses cousins, il sera heureux. Mais d'où l'importance du parler du Covid et de dire, voilà, pourquoi on ne sait pas sortir, c'est pour nous protéger et protéger. Tu ne peux pas aller voir ta grand-mère, c'est pour la protéger. Parce que toi, en étant petit, tu peux porter le virus, mais il ne te fera pas de mal, tu es protégé. Mais pour protéger ta grand-mère, pour protéger tes parents, c'est pour cela que nous ne sortons pas. Le responsabiliser, lui parler comme un grand. Le fait qu'il soit utile et qu'il appartienne à la famille, mais quand je dis appartenir à la famille, c'est un grand mot, c'est-à-dire honorer cette appartenance. Comment? En créant des espaces pour vous, avec vos enfants, en lui faisant sentir qu'il est important, cet enfant, avoir des moments dédiés avec chacun d'eux, faire des activités ensemble, ne serait-ce que lui demander qu'est-ce que tu as envie de manger aujourd'hui, c'est important. Se donner à tour de rôle. Chaque membre de la famille donne son avis un jour sur ce que nous allons manger, sur comment faire, qu'est-ce que tu en penses, l'impliquer. Nous n'avons pas un grand choix. Ils aiment sortir, les enfants, oui, l'activité est motrice pour l'enfant. Et on n'a pas le choix. Donc, comment faire avec ce que nous avons ? On peut aménager même dans une pièce. Heureusement qu'on a la possibilité d'avoir aujourd'hui un énorme choix d'applications de sport sur YouTube, à la télé et tout ça. On peut
aménager un espace ou faire une activité avec les enfants, parce que oui, vous avez raison, c'est très important que les enfants bougent. C'est très important qu'ils ne restent pas toute la journée devant un écran. C'est très important qu'ils ne restent pas toute la journée en train même quand c'est des lectures, à un moment donné, dans une démarche d'autorégulation émotionnelle, ils préconisent de s'arrêter 2 à 3 fois, toutes les heures plutôt, et de marcher un petit peu, et de créer de l'espace dans notre cerveau en ayant des réflexions positives, des mantras positifs qui vont nous aider. Et donc, avec les enfants, se créer un tas de phrases positives, genre oui, nous sommes les plus forts, genre c'est nous qui allons gagner, pas le corona, c'est bientôt je vais voir ma grand-mère, bientôt je vais sortir, et créer des phrases auxquelles l'enfant va croire et qui vont l'aider à tenir. Ça va être pour lui du carburant. Et c'est des phrases qu'on va crier très fort à un moment donné dans la journée en se disant « Allez, c'est notre moment d'énergie » et c'est ça qui va nous donner la capacité à aller plus loin. Parce que l'idée, c'est qu'on va faire… Oui, on aurait aimé sortir, on aurait aimé courir, mais on ne peut pas. Alors, on fait quoi? On reste à déprimer, à se dire j'aurais voulu un monde meilleur. Eh bien, on peut le dire jusqu'à… Ça ne nous avancera à rien. Donc, on va être orienté solution. Qu'est-ce qui va m'aider à mettre de la joie chez moi, à avoir de l'optimisme chez moi, à tenir encore ces quelques temps? On a la chance on est en train de parler de déconfinement à partir de la semaine prochaine déjà. Donc, déjà, de leur donner l'espoir à nos enfants que nous allons pouvoir avoir quelques petits changements. Bien sûr, ne bâtissez pas de grands espoirs parce que ça ne va pas être coupé d'un coup. Et l'Organisation mondiale de la santé, elle a dit que ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas un sprint, mais c'est un marathon. C'est-à-dire qu'il va nous demander de l'énergie, qui va durer longtemps, ça va durer dans le temps, et c'est à nous de supporter et de développer l'endurance, le courage, la volonté, l'espoir pour arriver à bout. Vous avez déjà vu les personnes qui font le marathon, quand elles en parlent, elles disent aujourd'hui, ça a été un dépassement, ça a été une suradaptation. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Ça, bien sûr, ça donne du stress, ça donne de l'énergie négative. Et notre rôle en tant que parents, c'est donner cette sécurité justement à nos enfants. De les sécuriser dans leur bulle. De pouvoir être le plus en sécurité possible dans l'espace qu'ils ont. Ma fille, elle a 6 ans, elle refuse de travailler à la maison. Et oui, parce que depuis toujours, le paradigme était de travailler à l'école et de se reposer à la maison. Donc, à un moment donné, changer l'équation, ça serait par exemple créer de nouvelles habitudes, commencer par des choses qu'elle aime. Par exemple, si elle aime le dessin, qu'est-ce qu'elle aime faire dehors? Quelque chose qu'elle aime faire dehors. Je ne sais pas, par exemple, on va aller sur les plaisirs de la vie. Par exemple, elle a toujours aimé manger des hamburgers dehors. Ok, aujourd'hui, vous allez le faire à la maison. Donc la maison n'est plus, l'hamburger n'est plus une particularité pour l'extérieur. Il est à la maison. Donc un changement de paradigme. Et essayer de trouver les choses qu'elle aime le plus pour créer justement des petits changements et lui faire comprendre qu'aujourd'hui, la maison, ce n'est pas que pour se reposer. Et là, j'ai une petite suggestion à faire, c'est aménager un endroit de travail. Un endroit pour travailler, pour qu'elle soit tranquille, pour qu'elle ne soit pas dérangée. Et là, on va dire, on peut le faire en jouant, la maison se transforme. La maison n'est plus ce qu'elle était, donc nous allons avoir un espace de jeu, un espace de sport, c'est devant la télé ou alors dans un petit coin du salon. L'espace de travail, on va aménager une table avec des chaises ou un bureau, c'est l'espace de travail. Donc, au moment de travailler, et c'est très important de ne pas travailler au salon, de ne pas manger au salon, d'avoir un espace pour chaque chose. Ça permet aux enfants d'avoir leurs repères, surtout lorsqu'ils sont petits. Un endroit pour dormir. Et donc, chaque moment, chaque espace est dédié à une activité de la journée. Donc, votre fille, elle veut pas. Oui, tu peux lui dire, oui, tu as raison, ma chérie, on ne va pas travailler au salon, on travaille pas sur le lit, tu as raison.
lui donner raison sur le fait qu'il n'ait pas envie de travailler à la maison. Oui, la maison et surtout le salon est fait pour s'asseoir, pour prendre un thé, pour s'amuser. Oui, le lit est fait pour dormir, mais cette table que nous avons aménagée, elle est là pour travailler parce que justement, comme on ne peut pas sortir, c'est l'école qui est venue à la maison. Et l'école, elle est matérialisée sur cette table et ces chaises, et peut-être un tableau, et peut-être vous pouvez mettre des gobelets avec des stylos, avec des crayons. Et surtout, si elle aime dessiner, sur la table, avoir un plateau pour le dessin, pour continuer à aller dans son esprit, parce qu'en fait, c'est un besoin de sécurité qu'elle a. Elle a besoin d'être sécurisée sur que sa maison ne va pas changer et que ce moment de joie qu'elle vit chez elle ne va pas être transformé en tension. Parce que qui dit travailler avec son enfant dit de la tension et dit des résistances et dit des conflits aussi. Et donc, c'est là où les enfants, ils ont peur. Je pense que si elle est sécurisée, que sa maison restera son petit cocon et son endroit agréable, elle aura pas elle arrivera à instaurer de nouvelles habitudes. Est-ce que c'est OK, Hajar? Alors, on sait que le mouvement est très important. Oui, on a parlé du mouvement. Mon fils, il a 3 ans, refuse carrément de faire n'importe quelle activité et sinon, il commence à déchirer les feuilles. Ou bien il ne se concentre même pas 10 minutes, il quitte et lui explique avec beaucoup de manières, mais sans aucun résultat. Alors, il a bien 3 ans, votre fils, je vois bien. Donc, à 3 ans, qu'est-ce que vous attendez de lui qu'il fasse, madame? Il a 3 ans. Vous parlez de feuilles, vous parlez de se concentrer. Déjà, s'il se concentre 10 minutes, c'est un exploit. À 3 ans, un enfant ne fait que jouer. Excusez-moi. Même dans les crèches, vous le savez, à 3 ans, c'est la toute petite section. Ils ne font pas grand-chose. Maintenant, s'il déchire des feuilles, moi, ce que je vous suggère, c'est que mettez-vous par terre avec lui et déchirez vous aussi les feuilles. Faites-en une activité. Il va rigoler. Il va arrêter tout de suite. N'attendez pas. Et je l'ai dit tout à l'heure, et c'est très important, s'il vous plaît, c'est d'attendre de vos enfants quelque chose qui est de l'ordre de leur capacité, de l'ordre de leur âge. Dans la psychologie adlérienne, en discipline positive, on définit le comportement inapproprié comme ou un manque de capacité, ou un appel pour les parents d'attention, pour qu'ils fassent attention aux enfants. Alors, ou un appel pour les enfants, pour l'attention des parents, ou une volonté du pouvoir, ou alors un comportement inapproprié peut être une incapacité à accomplir ce qui est demandé. Donc faire attention. Quand vous rentrez dans la chambre de votre enfant et vous lui dites rangez votre chambre, par exemple, vous dites rangez votre chambre. Pour lui, ranger sa chambre, c'est quoi ranger sa chambre? Il aime bien garder ses chaussures bien en évidence parce que ça va lui éviter de les sortir du placard pour les mettre en sortant ou alors en descendant. Son cartable, il le laisse au milieu parce que c'est plus simple pour lui de prendre son cahier quand la cartable il est au centre. Son pyjama, il préfère le laisser sur le lit, comme ça c'est plus simple de le mettre la nuit. Donc ranger pour vous n'est pas ranger pour lui. Il y a un conflit de génération, il y a un conflit de perception. Donc vous demandez quelque chose à vos enfants, ça serait sympa de leur demander clairement. Tu veux lui dire de ranger sa chambre, c'est s'il te plaît, mets tes chaussures dans le placard, ton cartable sous ton lit, ton pyjama, mets-le sous ton oreiller. Si tu n'as pas envie de le mettre dans le placard, il sera accessible parce que j'ai besoin de voir la chambre ordonnée. Vous parlez de votre besoin. Mais si vous lui dites range-moi ce bazar, il ne le fera pas. Vous êtes dans une communication violente avec lui. Il ne comprend pas. C'est plus simple de demander, s'il te plaît, est-ce que tu peux ramasser tes chaussures? C'est-à-dire, ranger, ne serait-ce que le terme ranger ta chambre peut avoir un sens, plusieurs sens. Selon, c'est la maman qui le dit, si c'est le papa qui le dit, si c'est le frère qui le dit, si c'est lui, comment il pense. Donc, plus on est clair avec nos consignes avec nos enfants, plus on a de chances que ce soit fait. Comment gérer la rivalité entre frères et sœurs? Mon fils a 6 ans et il veut toujours taquiner sa sœur.
et montrer sa force, sachant qu'il a toute la liberté pour faire ce qu'il veut. On joue avec lui, mais on n'arrive pas à ne pas intervenir pour arrêter les conflits, un cercle vicieux. Ok. Alors souvent, qui parle de conflits fraternels, on ne peut pas parler de conflits fraternels sans parler de rivalité, sans parler de jalousie, même si elle est implicite. Des fois, l'enfant l'explicite en tapant la petite sœur, en carrément lui prenant ses jouets, les casser, en ne pas vouloir jouer avec elle, en pleurant quand il voit le parent prendre l'enfant, la sœur dans les bras. Et ça, c'est plus constructif comme réaction que l'enfant qui va se taire. Et souvent, nous, parents, on est très contents de dire « il est génial !» Vraiment, il n'est pas jaloux de sa petite sœur. Et on pense que vraiment, il n'est pas jaloux de sa petite sœur. Il est très rare qu'un enfant ne soit pas jaloux d'une petite fraternité. Vous savez, je vais vous le dire, nous, on est tous, je ne sais pas, je pense qu'il y a des femmes et des hommes, mais aujourd'hui, si quelqu'un vous ramène, je ne sais pas, au travail, si on vous ramène une personne qui fait exactement le même travail que toi, on te dit, écoute, elle est là, elle ne va pas te prendre ta place, elle est très gentille, tu es obligé de l'aimer. Au fond de toi-même, tu vas avoir peur pour ta place. On ne peut pas dire à un enfant ne sois pas jaloux. On doit faire avec cette jalousie et prendre soin de cette jalousie, même si elle est implicite dans ce cas. Dans le cas que vous me citez, madame, je pense que c'est une jalousie implicite. Et là, passer beaucoup de temps avec lui tout seul, c'est ce que je vous ai dit au départ, les tête-à-tête, passer du temps avec votre enfant tout seul, encouragez-le, félicitez-le sur ce qu'il sait faire, indépendamment de ce qu'il fait avec sa sœur, n'intervenez pas. Bien sûr, vous n'allez pas le laisser la tabasser, mais quand il se sentira aimé, en confiance, encouragé, il ne va plus faire attention à elle. Vous pouvez me croire, vous pouvez essayer dès ce soir à vous comporter avec lui comme un grand enfant, pas un grand. C'est-à-dire, il est responsable en mettant en lumière tout ce qu'il sait faire, toutes les belles choses, en le félicitant, en l'encourageant. Vous savez, l'encouragement est à l'enfant ce que l'eau est à la plante. L'encouragement est à l'enfant ce que l'eau est à la plante. Et je continuerai en disant, une plante, nous l'arrosons toute l'année pour avoir une fleur. Ça traduit tout l'effort que le parent a à faire pour avoir une fleur. Et là, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est pas évident. Mais la fleur est tellement belle que le jeu en vaut la chandelle. Ça mérite. Si je vous dis demain, quand ils seront grands, vos enfants, qu'est-ce que vous avez envie qu'ils soient? Comment vous voulez qu'ils soient? Vous allez... Allez, on va faire ce petit jeu, dites-moi. Quand ils vont grandir, comment vous voulez qu'ils soient vos enfants? Alors, mon fils n'aime pas jouer tout seul. Alors souvent cet exercice, bon, je vois qu'il n'y a pas de réponse, donc je vais continuer toute seule. Souvent cet exercice, quand je le fais, souvent les parents, ils veulent que leurs enfants soient intelligents, qu'ils soient responsables, qu'ils soient coopératifs, qu'ils ont une bonne, qu'ils soient aimés, qu'ils soient bienveillants, qu'ils soient heureux surtout. Et à aucun moment, jamais, comme leur papa, que Dieu vous le garde. Donc, souvent, on a les souhaits qu'on veut pour nos enfants sont des souhaits pour leurs compétences de vie, pas pour leurs compétences intellectuelles et académiques. À aucun moment, un parent ne m'a dit « je veux qu'il soit ingénieur, je veux qu'il soit architecte ». On veut tous qu'il soit heureux, qu'il soit bon, qu'il soit compétent, etc. Et donc, qu'il soit heureux surtout. Et comment ils vont être heureux? Est-ce qu'en ayant un parent qui s'énerve pour un oui, pour un non, est-ce qu'en ayant un parent qui va les mettre en situation de culpabilité? Parce que quand on dit souvent, et ça c'est un point très important, regarde tout ce que je fais pour toi et toi comment tu te comportes. Il y a beaucoup de parents qui disent ça. Alors, évitez la culpabilisation, évitez de mettre l'axe et le focus sur les erreurs qu'ils font, évitez de coller des étiquettes. Un enfant, vous allez parler, je crois que j'ai vu ça défiler, un enfant
qui a tendance à avoir de l'imagination. Allez, on ne va pas dire à mentir, avoir de l'imagination. Ne pas lui coller d'étiquette de menteur. L'enfant a 9 raisons de mentir. C'est de plaire aux parents, c'est quand il a peur, c'est quand il a envie de réaliser quelque chose, c'est quand il est jaloux, etc. Il y en a 9. Donc, à un moment donné, évitez de pousser les enfants dans leur retranchement, évitez de mettre, c'est-à-dire quand vous connaissez une réponse et que vous sentez que l'enfant est en train de mentir, ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Attendez qu'il se calme et que vous vous calmez pour en parler tranquillement. Pour éviter de coller des étiquettes aux enfants et pour les aider justement à extérioriser. Et lui dire plus tard, quand vous êtes plus calme, tu sais, je pense que tu as mal compris. Voilà ce que j'ai compris, ce que j'ai pensé et ce que tu as dit. Je pense que tu as agi d'une autre manière plutôt que ce que tu voulais faire. C'est-à-dire lui camoufler et lui enrober la situation de telle manière à ce qu'il se dise « oui, c'est plutôt ça que je veux ». Et éviter de coller des étiquettes. Donc on va voir où est-ce qu'on en est dans notre... Donc pour continuer à parler du Covid avec les enfants, voilà. Il est 16h20, nous avons logiquement encore 10 minutes. Donc rapidement, on va parler du coronavirus, comment parler aux enfants. Donc leur présenter ça en leur disant qu'il est tout petit et peut-être le matérialiser et le dessiner. Donc, et aussi le mettre en garde de s'approcher des personnes qu'il va rencontrer, parce que là, nous allons avoir un début de déconfinement, donc l'enfant va pouvoir sortir un petit peu avec vous, des petites promenades. Donc faites très attention, montrez-lui comment porter son masque, en lui disant, regarde, peut-être que plus tard, quand tu seras médecin, voilà comment tu vas porter ton masque, etc. C'est-à-dire démystifier tous ces ustensiles que nous voyons. Ça fait partie de l'hygiène. Ce sont des choses qui sont là pour nous protéger et pas pour nous faire peur. Donc le médecin lui expliquait que les personnes ne le voient pas, le virus, mais le médecin, il sait comment faire avec, il sait comment le traiter, il sait comment le neutraliser. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il nous est demandé de rester chez nous pour justement nous protéger et protéger nos proches. Donc vraiment, parler à l'enfant de tout ça lui permet de ne pas être dans le tabou et surtout de dire ce qu'il ressent. Faites-le parler, faites-le discuter de ce qu'il ressent. C'est ça qui va, comme on dit, parce que tant que ça tourne dans la tête, ça peut, comment on dit, ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et il peut vraiment lui déclencher toutes les conséquences psychologiques dont on a parlé tout à l'heure, qui peuvent être les insomnies, ça peut être l'agressivité, ça peut être la jalousie. On parle de la jalousie à la maison, mais c'est pas dû au confinement, mais c'est juste dû au fait d'être tout le temps à la maison. L'enfant, quand il va à l'école, il ne voit pas que la maman est à temps plein avec le bébé. Et donc, quand il est à la maison, il le voit, ça lui fait encore plus mal de voir qu'il n'est plus le centre d'intérêt. Il a été seul, il a été le petit roi pendant des mois et des mois. Et là, il y a un petit bout d'être qui vient et qui prend sa place. Donc, à un moment donné, prendre conscience de ça en tant que parent et juste donner à chaque enfant tout le rôle qu'il mérite et toute l'attention qu'il mérite. Et avoir un rôle de parent différent avec chacun de nos enfants. Si le petit, la fratrie elle est petite et qu'elle n'est pas encore consciente, c'est pas grave d'être plus avec le grand, parce que c'est lui qui va être. Je suis en train de lire un commentaire. Donner au plus grand toute l'importance dont il a besoin, parce qu'il a été important tout seul à un certain moment. Donc, on ne peut pas venir du jour au lendemain et lui dire hop, l'attention est coupée en deux, l'amour est coupé en deux, tout est coupé en deux, et c'est comme ça, et tu acceptes. Et tu n'as pas le droit d'être jaloux. Voilà. C'est quand même assez violent.
Ce que vous pouvez faire comme exemple avec vos enfants quand ils sont jaloux et quand vous avez du mal à gérer la fratrie, c'est de prendre une bougie, de l'allumer et de leur dire « Cette bougie représente tout l'amour que j'ai pour toi. Cette bougie, elle est là pour représenter la tendresse que j'ai pour toi et l'attention. » Et vous prenez une autre bougie et vous la collez avec la première bougie. Dommage, je n'ai pas prévu, j'aurais pu le faire. Et dès que vous collez la deuxième bougie, elle s'allume. Et vous dites à l'enfant, regarde, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Il n'y a rien qui a changé. Et l'amour, c'est pareil. L'amour d'un parent, c'est pareil. Plus on le partage, plus il grandit, il ne bougera pas. Et quoi qu'il arrive, même si la petite sœur est là, je t'aimerai toujours autant. Mon attention sera toujours là pour toi et tu seras toujours aussi important pour moi. Et mon amour n'a pas diminué comme la bougie. Voilà. Et j'aimerais, avant de clôturer, qu'on parle de comment prendre soin de soi en tant que parent. Comment prendre soin de soi en tant que parent? Donc le premier axe, c'est rester positif. Et vous allez me dire, ouais, rester positive avec tout ce qui se passe n'est pas évident. Et je vous l'accorde, c'est pas évident. Surtout quand on est à la maison, avec les enfants, avec les petits, avec les grands, avec le conjoint, avec les gens qui vivent avec nous. Et puis chacun a envie de faire quelque chose. Au moment où je décide de faire mon live, mon fils a besoin de mon ordinateur pour travailler parce qu'il a du télétravail. Donc c'est important, l'organisation, s'il vous plaît, pour bien cohabiter et vivre. C'est que partagez votre programme avec votre mari, avec votre épouse, avec votre enfant. Écoute chérie, demain, en parlant à votre fils, demain, c'est ce que je fais avec Aëli, mon fils. Maman, j'aurai besoin de ton ordinateur demain à 16h. Non, à 16h, je ne peux pas, j'ai un live. Il s'arrange pour déplacer ce qu'il peut déplacer. Maintenant, si ce sont des cours avec l'école synchrone et qu'il ne peut pas déplacer, c'est moi qui bouge. On partage l'ordinateur tous les deux. C'est moi qui bouge, c'est OK. Mais si on attend le moment T, si on attend le jour J à 16h et il vient, maman, je veux l'ordinateur. Non, je ne peux pas te le donner parce que j'ai prévu autre chose. Et qu'est-ce qui se passe? C'est le conflit, c'est la résistance. C'est que nous, tous les deux, on n'est pas contents. Tous les deux, on est frustrés. Tous les deux, on est frustrés. Parce que moi, j'ai envie de faire ce que je fais, et j'ai envie de faire plaisir à mon fils. Mais malheureusement, je ne peux pas à ce moment-là parce que ce n'est pas prévu. Donc, partagez vos emplois du temps avec les personnes qui sont avec vous et parlez de vos programmes. Rester positif, c'est accepter ce qui arrive et faire avec. Donc, en parlant, l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, en disant range-moi cette chambre ou alors range-moi ce bordel ou range-moi cette... C'est pas comme ça que vous allez... Mais en disant, écoute, nous vivons dans un espace et on est obligé d'être ensemble tout le temps, c'est plus agréable d'être dans quelque chose qui est agréable et qui est rangé. Est-ce que tu peux répondre à mon besoin? C'est important pour moi. Vous pouvez être sûr que votre enfant va répondre et il va le faire. Donc, et en parlant ce langage, en parlant un langage qu'ils sont prêts à écouter, vous avez plus de chances d'atteindre vos objectifs en tant que parent. Félicitez vos enfants et félicitez-vous, parents, de ce que vous faites. Ça peut vous arriver de vous énerver, c'est pas grave. Si vous vous énervez, regardez le nombre de fois où vous ne vous êtes pas énervé et capitalisez là-dessus. Maintenant, si vous êtes dans une situation de stress et que vous avez envie de passer au-delà de ça, ce que je vous suggère, c'est de respirer, de faire la respiration avec vos enfants. La respiration en 3 temps, c'est inspire en comptant jusqu'à 6. 1. Et en bloc 6. Donc inspire 6, expire 6 et je bloque 6. Et je le fais pendant 6 fois. Et vous allez voir que c'est une très belle régulation émotionnelle. Donc au moment où vous allez rentrer en conflit, dites-vous c'est quoi mon enjeu? Qu'est-ce que je suis en train de donner comme modèle? L'effet miroir. Si je m'énerve, je lui donne l'autorisation de s'énerver à un autre moment, tout simplement. Est-ce que c'est ce que j'ai envie de faire? Vraiment juste recadrer, remettre les choses à leur place. Est-ce que j'ai envie de lui donner, est-ce que j'ai envie de le voir s'énerver? Parce que croyez-moi, il fera ce que vous faites. C'est qu'on le veuille ou pas. Donc, restez positif, gardez le calme et gérez le stress, accordez du temps à vos enfants, soyez réalistes dans ce que vous leur demandez, comme ça vous n'avez pas de déception.
Sachez que vous n'êtes pas seul. N'hésitez pas à en parler à vos sœurs, à vos amis, à partager avec votre conjoint. Apprenez à écouter la personne qui est avec vous et à parler à la personne qui est avec vous. Si ce n'est pas avec votre conjoint que vous partagez, ça sera avec qui? Si ce n'est pas avec la personne avec qui vous avez choisi de passer le reste de votre vie, créez des moments pour échanger sans jugement. Juste, j'ai besoin de te partager ce que je ressens. Juste écoute-moi. Ne me donne pas ton avis. Et ainsi de suite. Faire une pause, aller prendre une douche à un moment où ça ne va pas, avoir un moment pour vous, comme le moment dédié avec les autres, un moment pour vous dédié, un moment où vous ressourcez. Ça peut être de la lecture, ça peut être de la danse, ça peut être lecture de Coran, ça peut être juste vous sentir, vous reposer, ça peut être téléphoner à une amie que vous n'avez pas parlé. Bon, réservez-vous à vous aussi un moment dans la journée de 20 minutes ou 1 heure ou le temps que vous voulez pour vous. Et ça sera un moment pour vous ressourcer. Qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi voilà, je vous dis, on a vu la respiration, on a vu le ressourcement, vous féliciter, prendre du recul et lâcher prise sur les choses que vous ne pouvez pas maîtriser. Il y a des choses sur lesquelles vous avez la main, il y a d'autres que vous ne pouvez pas maîtriser. Et là, je vous demanderai de rediriger votre énergie sur ce que vous pouvez. Si je ne peux pas faire ceci, je peux faire cela. Alors autant faire cela avec plaisir et avec l'énergie qu'il faut pour que je la fasse comme j'aime. Et c'est donc rediriger notre attention sur l'éducation de nos enfants parce que nous avons la main sur plein de choses, nous avons la main sur plein d'outils qui vont nous aider à avoir une belle relation. On n'est pas dans une relation de gendarmette, on est dans une relation de parents, j'aime le terme en arabe qui dit l'walid ou l'walida, c'est-à-dire c'est les racines. C'est notre ancrage. Donc vraiment, prenez conscience de votre rôle quand vous êtes en train d'interagir avec vos enfants. Et voilà, donc sur ce, on va se quitter. Je vais voir s'il n'y a pas une question à laquelle je n'ai pas répondu. Notre enfant, il aime bien casser. Et quand il casse ses jouets, est-ce que vous avez de nouveaux jouets ou vous continuez à laisser ceux qui sont cassés à sa disposition? Parce que la conséquence de casser un jouet, c'est de ne plus avoir de jouet. Surtout réfléchissez en termes de conséquences aux actes. C'est libérateur et expliquez à l'enfant, quand tu casses ton jouet, tu n'en auras plus. Ou quand tu casses, tu peux te blesser. Et à un moment donné, rediriger l'attention. Il fait ça pour vous appeler votre attention. Donc redirigez votre attention. Au moment où il le fait, ne le regardez plus, ignorez-le. Donc sur ce, nous allons nous quitter et au plaisir de nous retrouver, Inch'Allah, une autre fois sur un autre live avec l'école continue, Inch'Allah. Je vous souhaite une très très belle journée ou Eid Mubarak Msaoud et à la prochaine.